le programme ExoMars a démarré tout début des années 2000, même 2001, du point de vue scientifique. Et à l'époque, donc à l'ESA, le conseil scientifique et tous les conseillers qu'on avait qui planchaient sur les programmes martiens futurs ont été mis d'accord, enfin ils se sont mis d'accord avec nous, comme quoi l'intérêt de Mars qu'on devrait avoir en Europe, c'est aller chercher la vie directement. Vie passée, présente, voilà, éteinte ou pas, on ne sait pas encore. Et ça, c'était très important donc, il y a 20 ans, parce qu'à l'époque, la NASA avait que des programmes disons, de géologie, c'est-à-dire avoir des indices de traces de vie. Il faut vraiment se mettre 20 ans en arrière. On ne savait pas encore beaucoup de choses sur l'eau sur Mars comme on le sait aujourd'hui. Et donc l'idée vraiment novatrice de l'Europe était de dire, eh ben nous, on va aller au-delà de ces indices géologiques de la vie possible qu'il y a peut-être eu il y a plus de 3 milliards d'années, eh ben nous, on va aller se poser et regarder directement. Alors ça veut dire quoi, du point de vue technique, pour dire on va aller chercher des traces de vie, éventuellement passées, peut-être encore présentes aujourd'hui. Eh ben, donc le comité scientifique a dit ben, il n'y a une seule solution, il faut aller forer à au moins 2 mètres pour espérer avoir des molécules biologiques donc qui sont à peu près préservées depuis des centaines de milliers d'années, voire des milliards d'années, parce que les radiations cosmiques et les UV ont détruit, on a quasi certitude, toute molécule organique vraiment structurée dans des épaisseurs allant effectivement jusqu'à 1 mètre, voire plus. Alors, tout était prêt en février de cette année pour lancer depuis Baïkonour le rover ExoMars. Bon, il devait partir en septembre de cette année. Malheureusement, donc, les événements, l'agression de l'Ukraine par la Russie nous a évidemment obligés à mettre un stop à cette collaboration, puisque, bon, il faut le répéter, nous avons développé le rover ExoMars avec une intelligence phénoménale hein, d'instrumentation, mais à l'époque de la décision du programme, donc il y a déjà quasiment 15 ans, on nous a dit, bon, ça a coûté assez cher, débrouillez-vous, trouvez des collaborations pour le lancement et même de le faire atterrir. Alors aujourd'hui, évidemment, on est un petit peu au pied du mur. Et en fait, c'est je dirais malheureusement, une excellente leçon, entre guillemets, pour l'Europe et pour les décideurs. On ne peut pas décider d'un programme scientifique d'une telle ampleur sans avoir la garantie d'aller jusqu'au bout. Et la garantie d'aller jusqu'au bout, c'est quoi? Eh bien, c'est le lancement et c'est de poser, donc l'entrée, la descente et poser ce genre d'instrument sur Mars. C'est ça, à l'avenir, qu'il faut qu'on domine du point de vue technologique. Donc du coup, ben, la conclusion est simple. Nous allons donc devoir effectivement complètement arrêter les collaborations avec la Russie sur la mission ExoMars. Nous avons donc 2 conclusions qui sont assez évidentes. L'une, il faut qu'on se tourne vers la NASA pour avoir le lancement avec le chauffage, entre guillemets, avec les radioisotopes, que nous n'avons pas encore. Nous avons un programme là-dessus, mais il n'est pas encore mûr. Et de l'autre côté, nous avons décidé donc de faire nous-mêmes, en Europe, le système d'entrée, de descente et d'atterrissage sur le sol martien. C'est vraiment quelque chose qu'on avait déjà prévu dans une stratégie future, au-delà des années 2030, et maintenant ça nous oblige à avancer cette stratégie, à avancer ce programme d'autonomie, d'atterrissage martienne, et je dirais, c'est tant mieux, c'est malheureux évidemment d'avoir dû reporter ce vol, mais d'un autre côté, nous allons accélérer les programmes d'autonomie d'atterrissage sur Mars. Il est évident que les négociations du côté américain et aussi le développement d'un lander européen, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça veut dire que la prochaine possibilité que nous aurions eue pour atterrir le rover ExoMars, c'est-à-dire en 2024, c'est exclu. Donc nous allons essayer évidemment de faire le possible pour la fois d'après, donc c'est grosso modo tous les 26 mois. 2026, ben sinon, ben, tant pis,
on va tout faire pour accélérer, mais peut-être que la vraie date sera 2028, on verra. Alors, le programme Artemis, c'est quoi? Eh bien, c'est le retour américain, mais aussi un peu plus largement avec des partenaires, le retour sur la Lune, mais pas juste pour aller planter un autre drapeau ou plusieurs drapeaux. C'est vraiment un retour sur la Lune de façon pérenne, parce qu'évidemment, depuis l'émission Apollo, on a appris beaucoup de choses quand même à distance sur la Lune. On sait maintenant qu'il y a de grosses réserves d'eau au pôle sud de la Lune, donc maintenant l'objectif, c'est ne plus les vols au niveau équatorial, comme ça a été le cas pour Apollo. Ça va être un petit peu compliqué techniquement, mais on va se poser quasiment uniquement à partir de maintenant au pôle sud de la Lune. Alors là, il faut un petit peu extrapoler du point de vue stratégique. Il est évident que les Américains, si on peut dire ça comme ça, ont les Chinois un petit peu aux trousses aussi dans ce programme-là, parce qu'évidemment les Chinois, c'est normal, ils veulent s'émanciper, ils veulent aussi avoir leur programme lunaire, non seulement robotique, qui est déjà fantastique aujourd'hui, mais aussi un programme de vol habité. Ce qui fait que les choses vont effectivement s'accélérer. Donc quel est le rôle de l'Europe là-dedans? D'abord, nous ne pouvons pas laisser effectivement ce jeu, entre guillemets, rester dans les mains des grandes puissances comme la Chine et les États-Unis. L'Europe aussi est une grande puissance, non seulement économique, mais aussi politique. Et donc, pour des raisons scientifiques, pour des raisons géostratégiques, mais aussi de technologie, d'innovation, et même d'inspiration, il faut dire ce qui est, nous voulons faire partie de ces programmes lunaires futurs. Alors, que fait l'Europe dans le programme Artemis? La première chose, donc, avec le décollage imminent du vol SLS, donc le Space Launch System américain, avec à son sommet la capsule Orion, cette fois-ci inhabitée pour le premier vol, cette capsule Orion qui va donc aller vers la Lune, autour de la Lune et qui va revenir, la propulsion de ce système, le support vie, tout ce qui est électricité et support donc pour les astronautes futurs, c'est l'Europe qui le fabrique. Ça s'appelle le European Service Module, donc le module de service européen qui propulse ce système vers la Lune et qui le ramène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'historique. C'est la première fois que les Américains font confiance à quelqu'un de non américain, c'est-à-dire l'Europe les a pour ce qu'on appelle les amener sur le chemin critique, c'est-à-dire de fournir un élément essentiel à une mission. Donc la conclusion, c'est très simple. Pour tous les vols à venir, il y en a signé pour 9 vols, donc pour les 9 vols à venir vers la Lune, les Américains ne vont pas sur la Lune, ou en tout cas autour de la Lune, sans l'aide des Européens. Le deuxième élément, même plus important que le module de service européen pour Orion, c'est la participation de l'Agence spatiale européenne à la construction du Gateway, qui est une station spatiale bien plus petite que l'ISS, mais une station donc orbitale lunaire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Très simplement, il faut une telle station pour aller descendre sur la Lune et remonter de façon assez régulière, sans à chaque fois amener un espèce de module de commande, comme ça a été le cas pour les missions Apollo. Et là encore, l'Europe est absolument présente, beaucoup plus que tous les autres pays qui participent à la Station spatiale internationale aujourd'hui. Nous allons fabriquer la moitié des modules du Gateway. Et quand je dis nous allons fabriquer, c'est déjà le cas puisque les contrats ont déjà été signés. La grande nouveauté de notre participation au programme Artemis, qu'on va demander, donc on va faire la demande programmatique et budgétaire au prochain Conseil de ministres fin novembre de cette année, c'est d'avoir un lander assez significatif, un lander européen, un lander lunaire, qui va pouvoir amener jusqu'à au minimum 1,5 tonnes, voire 1,8, voire plus tard, tonnes de matériel, donc pas des humains, mais du matériel scientifique, technologique, etc. L'intérêt pour les Américains est évident. Alors nous avons décidé de ce programme avant de leur poser la question. Maintenant on leur pose la question, est-ce que ça vous intéresse? Et évidemment, ça les intéresse énormément, puisque l'objectif des programmes lunaires américains habités, c'est une survie pendant 30 jours. 30 jours sur la Lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire 14 jours de nuit lunaire, c'est-à-dire qu'il faut survivre à moins 170 degrés
dans le noir absolu. Et donc nous, avec cette logistique européenne d'aller sur la Lune et d'amener du matériel, eh bien, nous pouvons aider, plus qu'aider d'ailleurs, rendre possible donc des missions de très longue durée, donc à peu près 30 jours. Et là, c'est vraiment un projet de logistique d'envergure au niveau européen qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais atterri sur la Lune. Et là, d'un coup, on va faire un atterrisseur vraiment significatif, puisqu'une fois qu'il sera en orbite lunaire avant d'atterrir, il aura presque 9 tonnes. Donc vous voyez, c'est un engin qui fait empreinte au sol plus de 6 mètres et une hauteur de 6-7 mètres. Donc c'est pas rien. Et en plus, nous allons l'y amener nous-mêmes, c'est-à-dire que les spécifications de ce véhicule, c'est il doit être envoyé par le prochain programme Ariane 6, ce qu'on appelle une Ariane 64, avec 4 boosters, donc capacité maximum d'Ariane d'ici la fin de cette décennie. Alors pourquoi fait-on ça? Ce n'est pas juste pour aider les Américains à aller reposer le pied sur la Lune. Eh bien, dans cet accord qu'on est en train de développer, nous voulons, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a décidé avec les Américains, et ils sont absolument d'accord, nous avons dit, si on vous amène de la logistique, on participe déjà au Gateway, on participe donc avec le module de service pour amener Orion autour de la Lune, et bien dans ce package-là, à chaque fois qu'on va allunir, on espère donc notre allunisseur, eh bien, on veut un Européen dans l'équipage qui va poser le pied sur la Lune. Ce qui fait que nous, on dit aujourd'hui très fermement, et on le dit pour le Conseil de ministres du mois de novembre, on est en train de négocier le premier pas d'un Européen sur la Lune pour 2030. Quand on analyse ce que font nos collègues américains, mais aussi chinois et même d'autres, il est évident que le futur, ou ce qui va se passer après la station spatiale, ce qui va se passer au niveau de l'exploration lunaire de façon pérenne, le nerf de la guerre sera la logistique. Alors la logistique, il y a 2 choses dans la logistique. C'est d'abord d'amener du matériel en orbite basse vers la station spatiale internationale aujourd'hui, ou alors dans les futures autres stations qui seront commerciales, qui sont déjà en études aux États-Unis. Si vous n'avez pas quelque chose pour troquer, c'est-à-dire amener du matériel, de la logistique, eh bien, il va falloir payer la place des futurs Thomas Pesquet, donc les astronautes européens. Donc, afin d'avoir un moyen de troc pour avoir nos futurs astronautes, qu'on est en train de sélectionner d'ailleurs, aller vers l'ISS et aussi évidemment plus tard vers la Lune, mais en tout cas vers la Station spatiale internationale et ce qui va remplacer après 2030 cette station, eh bien il nous faut quelque chose dans le domaine de la logistique. C'est uniquement en amenant du matériel et en ramenant du matériel vers ces stations orbitales que nous pourrons avoir un système d'échange avec les Américains, soit au niveau privé, soit directement avec la NASA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Europe, malheureusement, en 2014, nous avons arrêté le programme ATV, donc qui était la Rolls-Royce des ravitailleurs de la Station spatiale internationale. Nous n'avons fait que 5 vols et nous avons arrêté, malheureusement, je dis, parce qu'effectivement, d'autres ont pris la suite, des sociétés américaines bien connues, qui maintenant marchandent, entre guillemets, leur capacité de ravitaillement. Donc ce qu'il faut faire, c'est non seulement réactiver ce programme, mais faire un programme évidemment plus avancé, puisque nous sommes presque 10 ans après, dans la conception au moins, et d'avoir un véhicule qui monte et qui descende. Alors monter, vous allez me dire, c'est pas très compliqué, effectivement, encore faut-il le faire ou le refaire. Descendre, c'est beaucoup plus compliqué, parce que une station orbitale à 400 km, elle est à 8 km par seconde. Donc ça veut dire que chaque objet qui va redescendre, eh bien, il va devoir freiner de 8 km par seconde jusqu'à évidemment 0 quand il va atterrir. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Nous avons déjà fait, il y a 20 ans quasiment, un démonstrateur de réentrée atmosphérique, donc on sait faire. En Europe, on a les moyens. Ce qui nous manque évidemment, comme d'habitude, ce sont les décisions politiques et évidemment les crédits qui vont avec. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on extrapole, une fois qu'on sait mettre du matériel en orbite et qu'on sait ramener ce type de capsule ou d'autres types de véhicules, eh ben, le pas
est devant nous pour transformer ce véhicule en un véhicule qui puisse amener des astronautes en orbite et de les ramener. Donc nous évaluons en ce moment le besoin, les aspects technologiques, les aspects géopolitiques même, et aussi, in fine, nous allons évaluer et en tout cas amener cette discussion au niveau politique assez rapidement. D'ailleurs, le directeur général de l'ESA, M. Joseph Ashbarer, a créé ce qu'on appelle le High Level Advisory Group, donc un groupe de très haut niveau, pour nous conseiller sur oui ou non, est-ce que l'Europe doit se lancer dans ce type de projet, pourquoi, dans quelles circonstances, dans quelles conditions de projection géopolitique future. Et voilà, et le résultat des courses, j'espère bien que nous aurons au moins une partie de ce feu vert à la fin de cette année au niveau du Conseil des ministres des pays donc, membres de l'ESA fin novembre. Et en tout cas, on va poser la question de façon beaucoup plus claire au sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le spatial fin 2023.